Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Tidjane Thiam redynamise son parti à l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président du PDCI-RDA a dévoilé la liste des nouvelles instances dirigeantes. Il a également nommé 15 hauts représentants du parti pour les districts et la diaspora. Le défi du stress hydrique au Sénégal. Dans un contexte de crise mondiale, les autorités prévoient de mettre en place des projets de valorisation des eaux de surface, projets pour lesquels le gouvernement entend débourser plus de 398 milliards de francs CFA. Et puis renforcement de la coopération entre la Mauritanie et le Maroc dans le domaine de l'éducation et la recherche scientifique. Les deux pays ont signé en ce sens une convention de partenariat. Elle résulte de la visite à Nouakchott d'une délégation du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Maroc. Mais tout d'abord, Choguel Maïga destitué de son poste de président du M5 RFP au Mali. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui s'était longuement mobilisé en 2020 pour réclamer le départ du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Sa destitution a été actée par une partie du mouvement qui connaît de profondes divisions. Certains lui reprochent sa gouvernance qualifiée de verticale. Elle n'a pas permis, selon ses détracteurs, de ramener la paix et la cohésion au sein du M5 RFP. Une crise de leadership qui pourrait coûter à Choguel Maïga sa place à la tête du gouvernement de transition. En Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA est déjà pleinement engagé dans la course à la présidentielle. À l'approche de ce scrutin prévu en 2025, le président du parti, Tidjane Thiam, a été missionné pour le redynamiser. Une nouvelle dynamique qui passe notamment par un renouvellement des instances dirigeantes. Les précisions de Philippe Acquart. Miser sur le capital urbain, la société, les nouvelles technologies, l'économie et l'équité, le développement durable, la paix et la sécurité. Voilà quelques axes sur lesquels le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, compte s'appuyer pour atteindre l'objectif à lui, assigné par son parti afin de conquérir le pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2025. Depuis le 22 décembre 2023, on a un nouveau président. Donc il a donné une nouvelle vision dans la continuité. Il a estimé qu'il faut que notre parti, bénéficiant des atouts du passé, qui est représenté partout, que nous mettons en œuvre les opportunités qui nous font. Et ces opportunités, ça va se décliner donc à un certain nombre d'axes qui pour nous rapprocher plus de nos militants, de la population. Et donc, il a mis un organigramme qui est basé sur le découpage administratif de notre pays. Dans ces actions, Tidjane Thiam a procédé au renouvellement de toutes les instances du parti et la création de 15 hauts représentants afin de faciliter le rapprochement entre le parti et les militants de base et le renouvellement de ces instances avec la nomination d'Emo Sylvestre en qualité de secrétaire exécutif succédant à Maurice Kakougui Kawe. Par rapport à ces objectifs, qui a toujours souligné le fait qu'il faudrait qu'au niveau de la liste électorale, nous puissions atteindre les 12 millions d'électeurs au minimum. Donc je pense que c'est l'une des missions en tant que chargé de la mobilisation. C'est plus orienté vers cela. Je n'ai pas encore l'ordre de mission, mais par rapport à tous ces objectifs numéro 1, je pense que ça fait partie de ces objectifs-là, faire en sorte que, en termes de nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, nous puissions vraiment atteindre les objectifs que nous a assignés. À 17 mois de l'élection présidentielle, les partis politiques ivoiriens ont entamé de vastes campagnes et actions afin de remobiliser leurs différentes troupes. L'opposition espère une révision complète de la liste électorale visant à réduire le risque de heurts électoraux. La Gambie légalisera-t-elle à nouveau l'excision? Un texte de loi sur la levée de l'interdiction des mutilations génitales féminines est à l'étude depuis le 4 mars à l'Assemblée nationale. La Gambie avait pourtant interdit l'excision en 2015 sous la présidence de Yahya Jammeh. L'ancien chef de l'État justifiait sa décision par, je cite, l'absence de justification religieuse de cette pratique dans l'islam. Nathalie Mou. Des défenseurs des droits de la femme et de la jeune fille crient à une régression en Gambie.
Dans le pays d'Afrique de l'Ouest, le Parlement examine depuis le 4 mars 2024 une loi pour la levée de l'interdiction des mutilations génitales féminines. Soutenant l'abrogation de la loi, l'imam gambien Abdoulaye Fati a appelé à une mobilisation nationale massive pour défendre la pratique de l'excision qui, selon lui, est admise par l'islam. La constitution gambienne devrait prévaloir sur toute autre loi ou protocole. L'Occident devrait cesser de nous imposer des problèmes qui pourraient créer de l'instabilité dans ce pays. Nous ne pouvons pas leur permettre d'arrêter et d'emprisonner nos mères et nos grands-mères parce qu'elles pratiquent leurs droits religieux et leurs croyances culturelles. Notre position est donc que la loi devrait être abrogée pour que la paix règne en Gambie. La pénalisation des mutilations génitales féminines est une violation des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion, selon une partie des députés gambiens. Cette pratique n'a aucun effet bénéfique sur la santé et peut entraîner de nombreux problèmes médicaux graves, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'organisme onusien attribue à ces pratiques des risques accrus d'hémorragie, d'infection, de transmission du VIH. Les conséquences immédiates peuvent être des blessures physiques, des douleurs, des blessures, des saignements qui peuvent évoluer vers un choc hypovolémique s'ils ne sont pas contrôlés et peuvent parfois entraîner la mort si l'on n'arrive pas à l'hôpital à temps. La plupart du temps, ces mutilations ne sont pas effectuées dans des conditions stériles. L'ancien président Yahya Jammeh a interdit les mutilations génitales féminines en 2015 et a imposé de lourdes amendes et des peines de prison à ses auteurs. La Gambie marquait ainsi son adhésion au protocole de Maputo, ratifié le 25 mai 2005 par le pays. Une deuxième lecture du projet de loi pour la dépénalisation des mutilations génitales féminines prévue le 18 mars 2024 au Parlement gambien. C'est un scénario effrayant. D'ici 2030, près de la moitié de la population de la planète vivra dans des régions soumises à un fort stress hydrique selon l'ONU. Le Sénégal n'en est pas épargné. À l'horizon 2035, le stress hydrique devrait s'accentuer dans le pays avec une augmentation des prélèvements d'eau de 30 à 60%. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement entend décaisser plus de 398 milliards de francs CFA pour des projets de valorisation des eaux de surface. Jérôme Camara. Les eaux de surface constituent la principale source d'eau pour l'agriculture au Sénégal, mais durant les périodes de faibles précipitations, elles ne suffisent pas à répondre aux besoins agricoles. Ces ressources sont menacées par la surexploitation et la pollution. Le niveau des prélèvements actuels devrait, selon les experts, augmenter de 30% à 60% d'ici 2035, renforçant le stress hydrique dans un pays où le mouvement d'urbanisation y est en plein essor. Pour pallier le problème, le Premier ministre sénégalais Amadou Ba, lors d'un conseil interministériel du mardi 5 mars 2024, a annoncé un investissement de plus de 398 milliards de francs CFA pour des projets de valorisation des eaux de surface. Des projets qui devraient également permettre la création de 928 000 emplois. Nous devons naviguer avec agilité à travers les courants tumultueux de la stratégie et de la technologie, en quête de solutions novatrices et durables. Ensemble, nous pouvons transformer cet océan de défis en une mer d'opportunités, où chaque goutte d'eau compte et où chaque action compte double. Au Sénégal, les eaux de surface sont estimées entre 40 et 50 milliards de mètres cubes par an, répartis entre 7 bassins que sont les bassins des fleuves Sénégal et Gambie, des cours d'eau au niveau de la Casamance, de la Kayanga, du Sine et du Saloum. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le stress hydrique et la pollution de l'eau coûtent annuellement au Sénégal plus de 10% de son PIB. Face à cette situation, l'État du Sénégal envisage d'élaborer une stratégie globale et cohérente impliquant tous les acteurs en charge de la ressource. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a depuis plus d'une décennie engagé des actions de transformation profonde de notre économie à travers le plan Sénégal émergent et qui requiert une disponibilité durable des eaux de surface. C'est le cas, par exemple, du projet des agropoles, conditionné à une bonne maîtrise de l'eau pour garantir des productions agricoles
pastorale et piscicole attendue. Selon le gouvernement sénégalais, 90 000 hectares de terres exploitables seront sécurisés autour du lac de Guiers. Pas moins de 232 000 hectares de terres, dont 36 000 hectares de terres actuellement affectés par la salinité, seront aménagés. En plus d'assurer l'emploi dans l'agriculture, les activités d'élevage et de pisciculture seront affectées par divers projets de mobilisation et de développement des eaux de surface. La Mauritanie et le Maroc renforcent leur coopération bilatérale. Les deux États ont scellé une convention de partenariat ciblant les domaines de l'éducation et de la recherche scientifique. Une convention signée lors de la visite à Nouakchott d'une délégation du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Maroc à Ménédji. Le Maroc et la Mauritanie veulent renforcer leur coopération en matière d'éducation et de recherche scientifique. À cet effet, une série d'entretiens a eu lieu les 4 et 5 mars 2024 à Nouakchott entre le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique au Maroc et des responsables du secteur éducatif mauritanien. Cette visite, visant à fructifier les efforts entre les deux pays, a été également marquée par la signature d'une convention de partenariat bilatéral. La coopération en matière d'éducation entre le royaume chérifien et la Mauritanie date depuis la fin des années 70, après la reconnaissance par le Maroc en 1973 de l'indépendance et l'existence de la Mauritanie comme État indépendant. Beaucoup de cadres mauritaniens ont été formés au Maroc dans tous les domaines et même les cadres de l'armée. Beaucoup sont issus des académies royales marocaines. Début janvier 2024, l'université Mohamed V de Rabat et celle de Nouakchott avaient convenu d'un plan de travail conjoint pour l'année 2024. Il vise à impulser une dynamique à travers le renforcement de l'échange d'expériences, d'expertise et de co-tutelle des thèses de doctorat. Au titre de l'année universitaire 2019-2020, on dénombre plus de 1200 étudiants mauritaniens poursuivant leurs études universitaires dans les établissements d'enseignement supérieur public au Maroc. Le renforcement de la coopération est à saluer, tout en mettant l'action que la Mauritanie doit renforcer ses capacités éducatives dans tous les domaines afin de pallier à toutes les éventualités pour sa propre indépendance. Entre 2021 et 2024, le budget marocain du ministère de l'Éducation nationale a été augmenté de 15 milliards de dirhams, soit une hausse de 25%. La Mauritanie, quant à elle, a prévu dans son budget 2024 plus de 8 milliards d'ouguiyas pour le ministère de l'Éducation et de la réforme du secteur éducatif. Des prévisions qui dénotent de l'importance accordée à cette branche, un des leviers majeurs de la politique des deux États. Un mot de sport à présent avec la phase pilote des FIFA Series. Elle se tiendra du 18 au 26 mars 2024 dans 4 pays dont l'Algérie. Une nouvelle compétition décrite comme une opportunité pour ouvrir de nouveaux horizons en matière de développement du football mondial. Les sélections devront néanmoins patienter jusqu'à 2026 pour le lancement officiel. Les détails avec José Douglas. Cette phase pilote des FIFA Series se tiendra du 18 au 26 mars en attendant le lancement officiel prévu en mars 2026. Des sélections des 6 confédérations participeront à cette édition de mars 2024 et ensuite les compétitions se tiendront chaque année paire lors de la fenêtre de mars du calendrier international des matchs. Les FIFA Series représentent une précieuse avancée pour le football de sélection à l'échelle mondiale. Cela fait longtemps que nos associations membres nous font part de leur volonté de se mesurer à d'autres sélections du monde entier. Elles ont désormais la possibilité de le faire sur les fenêtres du calendrier international des matchs masculins. Cela contribuera de manière tangible au développement de notre sport. Parmi nos pays, voici les équipes qui participeront à cette phase pilote des FIFA Series 2024. L'Algérie qui accueillera et qui représentera la CAF. Il y aura dans le groupe Andorre pour l'UEFA, Afrique du Sud, autre équipe de la CAF, et la Bolivie pour la CONMEBOL. L'Azerbaïdjan accueille aussi 4 équipes, dont la Tanzanie pour la CAF, l'Arabie Saoudite accueille aussi avec 2 groupes. En A, il y aura le Cap-Vert et la Guinée équatoriale. En B, la Guinée-Conakry et le Sri Lanka organise également avec la République centrafricaine comme représentant de la CAF. Pour atteindre ces objectifs, nous ne devons jamais oublier que la FIFA rassemble 211 associations nationales de football qui représentent 211 pays à travers le monde. Chaque groupe comptera 4 équipes issues de confédérations différentes. Les matchs auront lieu dans le même pays hôte
Cette initiative va permettre aux associations membres d'affronter plus régulièrement des équipes nationales d'autres continents, ce qui ouvrira de nouveaux horizons en matière de développement technique pour nombre d'entre elles, dans lesquelles de telles opportunités étaient absentes. Cette compétition fournira aussi aux associations membres participantes des opportunités commerciales supplémentaires ainsi qu'une meilleure exposition. Rendez-vous donc du 18 au 26 mars 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.